Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je souhaitais vous faire le bilan de l'année 2024 et vous présenter nos perspectives pour l'année 2025. Et donc, je me suis inspiré, comme l'année dernière, du magazine Investir, euh, qui me permet voilà, d'avoir un support à vous présenter, surtout avec quelques chiffres intéressants. Et donc, on va passer tout cela en perspective aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc en 2024? En 2024, c'est un peu le triomphe des valeurs technologiques et des actions américaines. Vous retrouvez sous vos yeux les résultats donc sur l'année avec le Nasdaq, donc l'indice des valeurs technologiques, qui bondit de plus de 30%, d'accord? Donc sacré envolée. Et donc en comparaison, vous voyez, on a notre Eurostoxx 50, donc valeur des actions européennes, qui progresse de 8%, qui est malgré tout une bonne valorisation, mais qui montre bien des disparités entre les différents marchés. Et puis, en queue de tête, cette année, queue de tête, parmi les plus mauvais élèves, effectivement, notre CAC 40, qui termine en négatif avec moins 2%, alors que nous avons de très belles entreprises. Et on va voir pourquoi, si vous voulez, cette année n'est pas une bonne année pour les actions françaises. Alors, si on prend sous forme, effectivement, là également, des performances, les différentes classes d'actifs, avec plus ou moins des différents types de catégories, on retrouve euh, dans le podium les lingots d'or. Les lingots d'or, extraordinaires, 33% de progression. Mais surtout sur ce podium, on retrouve voilà, effectivement les fonds d'actions américaines. Donc si vous avez misé sur les actions américaines en 2024, c'est un bon choix et vous avez fait une très très belle performance. Ensuite, j'ai voulu mettre l'accent sur, justement pour voir cette rétrospective, les conseils que nous donnons depuis bientôt 2 ans sur les obligations d'entreprise et les obligations, entre autres, de pays émergents. Et vous voyez que en milieu de classement, d'une façon générale, les obligations des pays émergents ont progressé de plus de 8%. D'accord? Et donc, on est déjà à des très très bonnes performances, puisque ça continue en 2023 et 2024, et que 2025 devrait encore nous apporter de bonnes performances. Ça, c'est intéressant, effectivement, de bien le constater. Et puis enfin, je l'ai encadré en rouge pour vous montrer, effectivement, en fin de classement, donc notre CAC 40, les actions françaises de façon générale, que ce soit les grandes capitalisations ou les valeurs moyennes. Et puis, donc l'inflation qui est redescendue à un niveau correct, autour de 2%. Et dans ce classement, on retrouve effectivement le livret, les plans d'épargne, l'assurance vie fonds en euros, qui aujourd'hui n'ont fait que effectivement permettre de juguler l'inflation, mais pas de nous faire gagner de l'argent. Voilà, donc c'était important de le rappeler. On revient, si vous voulez, à un ordre classique quand on prend du risque, effectivement, on a de la performance. Quand on va rechercher la prudence, en fin de compte, la prudence, c'est que vous mettez de l'argent de côté, très bien, mais comme l'inflation vous grignote cette performance, en pouvoir d'achat, vous ne gagnez pas de pouvoir d'achat. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2024? C'est un point important à rappeler. Par exemple, le Bitcoin, hein, pour beaucoup, c'est encore une nébuleuse, on ne comprend pas tellement ce que ça représente. Moi, je vais vous parler plutôt des cryptoactifs. Les cryptoactifs, c'est le nouveau mode de financement des entreprises, des entreprises surtout de technologie, et avec le Bitcoin qui est un petit peu l'indice de référence, ou en tous les cas cette valeur qui sert de référence aujourd'hui sur le marché de la technologie, sur ces marchés où demain on va se financer autrement. Et donc le Bitcoin est enfin reconnu par, d'une certaine façon, les différentes banques centrales. Les États-Unis commencent à le mettre en avant et veulent être les leaders sur ce marché-là. Donc, sa valeur se confirme, sa valeur de référence se confirme.
et donc ça a été une progression, là aussi une valorisation assez, symbolique qui a dépassé les 100 000 $. Donc c'est à retenir et effectivement à bien, comprendre aujourd'hui que c'est un actif à part entière, dont il faut tenir compte dans vos allocations d'actifs. Alors, si on fait un focus sur, voilà, le top 10 ou, ce qu'on a appelé, les 7 magnifiques, l'année dernière, qu'on appelle aujourd'hui les Batman, eh bien, ce sont, donc les entreprises qui ont, très fortement progressé, qui ont gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, sur les actions françaises, on retrouve, Total Energy, LVMH, la BNP, AXA, donc on retrouve des acteurs, du CAC 40. Vous voyez, je vous ai surligné en rouge donc les résultats attendus et donc on va avoir les confirmations dans les prochains jours, autour de 150 milliards de bénéfices pour les sociétés du CAC 40. Et puis en face, vous voyez les résultats donc des fameux 7 magnifiques. Les 7 magnifiques, donc c'est Alphabet, Google, Apple, Microsoft, Nvidia, Meta, c'est Facebook, WhatsApp, Instagram, Amazon. Eh bien, si vous prenez les 2 premières en termes de résultats qui sont Google et Apple, c'est déjà plus que l'ensemble de nos grandes sociétés françaises. Donc, ça, c'est un 1er point qui est important. Vous verrez pourquoi je vous fais remarquer ça. Parce que dans le monde effectivement des marchés financiers, aujourd'hui, encore une fois, ceux qui ne le savent pas, les, le marché américain représente plus de 50% de la capitalisation mondiale. Et donc, c'est un marché qu'on ne peut pas ignorer. Alors, pourquoi on parle des Batman? Vous voyez, il n'y a pas de faute d'orthographe, Batman avec 2 A. Eh bien, parce qu'on a rajouté au fameux set magnifique dont on parlait il y a 1 ou 2 ans en arrière, la société Broadcom, qui est encore une société effectivement de technologie, qui travaille sur les réseaux, et les réseaux technologiques. Et donc, on voit, si vous voulez, cette prédominance effectivement de ces acteurs qu'il faut malgré tout suivre, et vous comprendrez pourquoi c'est très important de les suivre. Et on terminera justement en conclusion aujourd'hui. C'est un point important de suivre ces entreprises. Alors voilà, quelques chiffres, je passe rapidement, mais on a des chiffres assez stratosphériques, hein. Nvidia, qui est donc la société aujourd'hui qui fabrique les puces qui servent pour l'intelligence artificielle, plus 171% sur un an, hein, alors qu'elle a été déjà très 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 valorisée fin 2023, donc fin 2024, encore plus 171%. Vous voyez que cette société qui est encore pas très connue du grand public arrive à une capitalisation de 3000 milliards, d'accord? Presque autant que Apple, qui est beaucoup plus connu et dont tout le monde connaît, entre guillemets, ses produits de près ou de loin, d'accord? Qui dépasse même la valeur de Microsoft, hein. Microsoft qui est utilisé dans tous les ordinateurs aujourd'hui, donc c'est assez phénoménal, l'évolution de cette société en quelques mois, hein, on va dire en 24-36 mois. Et donc, vous voyez, capitalisation boursière, donc là on raisonne en milliards, et là on raisonne en pourcentage du Standard & Poor's 500, donc les 500 plus grandes valeurs américaines. Et donc aujourd'hui, bah, on savait qu'Apple et Microsoft étaient des poids importants dans cet indice, mais voilà, Nvidia qui prend aujourd'hui la 2e place, même devant largement Google, parce que le marché considère que cette entreprise est pratiquement monopolistique sur son secteur, avec des marges phénoménales. Vous voyez, si on regarde également son évolution en termes de croissance des résultats, les résultats, donc les bénéfices de cette entreprise, ont doublé donc sur un an, oui, sur un an, voilà, ont doublé sur un an, c'est assez phénoménal, voilà. Alors, juste une petite parenthèse, retenez ces quelques noms. Vous voyez les meilleures performances des valeurs IA, donc intelligence artificielle, hors les 7 magnifiques, c'est-à-dire on parle toujours des très très grandes capitalisations que tout le monde connaît. Et puis si je vous parle de Palantir, Vistra, GE Vernova, Broadcom, dont on vient de parler, ou Oracle, vous connaissez moins, mais ce sont des entreprises qui travaillent sur ces secteurs, qui sont moins connus du grand public et dont il faut
effectivement à analyser. Alors, l'année 2024 sera marquée effectivement par l'élection de Donald Trump aux États-Unis et je vais m'arrêter un instant, sur ce point-là. On en a beaucoup, beaucoup parlé. Alors, je ne veux pas rentrer dans la polémique de l'aspect, politique, mais deux, trois points, qui me semblent très importants pour l'avenir. On a un nouveau président, enfin qu'on connaissait déjà il y a 4 ans en arrière, mais qui arrive cette fois-ci beaucoup plus préparé et avec un programme et des projets, si vous voulez, où il est très, très bien entouré et donc, comme c'est un businessman, c'est un chef d'entreprise, bah, il applique, des méthodes de businessman américain, c'est-à-dire où l'économie, prédomine tout et donc dans les premières décisions, vous voyez déjà un premier aspect, si je peux me permettre de comparer avec nos politiques, c'est que ce qu'il a promis, il est déjà dès les premiers jours en train de le faire en signant un certain nombre de décrets, très importants. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais il met en priorité donc les États-Unis, l'Amérique et qui veut retrouver sa grandeur, la grandeur du pays, en rendant les Américains fiers, et en leur donnant du travail et effectivement un certain optimisme. Donc ça, si vous voulez, actuellement, il est porté par tout ça et on le voit dans l'ensemble d'exemples et donc à tel point que, les politiques français aujourd'hui, sans s'en inspirer, regardent parce qu'ils se disent: «Voilà, il dit des choses et il met en application rapidement». On parle beaucoup ces derniers jours également, par exemple, de l'Argentine. L'Argentine qui, il y a 1 an, a vu un nouveau président et qui a mis en place des mesures très fortes et dont on voit déjà les premiers résultats. Vous voyez? Donc ça, c'est très, très important, de faire remarquer ça parce que, si vous voulez, aujourd'hui, quand on voit, un pays, qui est capable de prendre un virage comme ça, avec un leader qui vous montre un chemin, mais qui vous montre une certaine fierté et j'insiste sur cet aspect-là qu'on perd un petit peu en France. Donc il est suivi, il met la priorité à l'économie et donc, au lieu de s'opposer, nous, en Europe, à ce que font, les US, on devrait peut-être prendre exemple en disant: «Bah oui, nous aussi, on doit être fiers d'être français, fiers d'être, européens et faire en sorte de se battre dans la même, cour, d'accord? Plutôt que de subir effectivement, les décisions qui sont prises au niveau, mondial». Alors, un petit graphique là, très simple sur l'évolution des taux d'intérêt, parce qu'on a à la fois subi l'évolution des taux d'intérêt et aujourd'hui donc, les USA et on va le voir en Europe, les taux d'intérêt commencent à baisser et donc ça fait partie des bonnes nouvelles qui ont permis effectivement, cette croissance aux US et on le verra l'incidence, en Europe. Alors, je ne peux pas m'empêcher, si vous voulez, effectivement de faire un petit focus, sur ce qui se passe pendant ce temps en France, où, effectivement on a eu, 4 gouvernements en moins d'1 an. Donc cette instabilité, si vous voulez de gouvernement fait que, bah, les décisions ne peuvent pas être prises et donc c'est ce qui fait peur aux Français. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on va avoir une politique plutôt orientée à gauche, plutôt orientée à droite et donc dans l'expectative, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs ne peuvent pas prendre de décision et les Français, particuliers, restent frileux, ont peur, de faire des investissements. Donc ça, c'est important vous voyez, de le remarquer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin malheureusement et je le dire encore une fois, heu, on a besoin d'un chef et aujourd'hui le chef n'est pas là, hein. Vous voyez que depuis, la nomination de François Bayrou, comme Premier ministre, on a des décisions, qui vont et qui reviennent, c'est-à-dire que encore une fois, on teste et puis dès qu'on voit que l'opinion, n'est pas tout à fait d'accord, on revient en arrière. Notre président Emmanuel Macron, on l'entend plus tellement, hein, il était hyper présent,
il y a quelques mois ou quelques années. Aujourd'hui, eh bien, voilà, on ne l'entend plus. Donc, comment, si vous voulez, nous donner une voie, nous donner un cap sur lequel on puisse effectivement travailler sereinement pour les années à venir. Ça, c'est compliqué. Et c'est ce qui pénalise, si vous voulez, c'est notre grain de sable dans la chaussure. Si on regarde comment ça se retranscrit dans notre quotidien, eh bien, on voit que l'année 2024, en France, après des années de croissance de l'immobilier, où, comme on dit, quand le bâtiment va, tout va, eh bien, depuis 2 ans, l'immobilier en France ne va pas bien. Ne va pas bien. On a vu après le nombre de transactions diminuer, eh bien les prix baisser, d'accord? Pour certains, c'était inimaginable il y a 10 ans, mais aujourd'hui, ça arrive. Donc, effectivement, certains peuvent être inquiets. Maintenant, si vous voulez, on va essayer d'être malgré tout optimiste, et c'est pour ça que je vais vous parler des taux d'intérêt, puisque comme après les US, ou même avant les US, la Banque centrale européenne a commencé à baisser les taux d'intérêt, donc on peut espérer que cette baisse des taux d'intérêt va permettre effectivement de relancer ce marché de l'immobilier et de donner de l'espoir à tous les investisseurs en immobilier que, effectivement, grâce à cette baisse de taux, eh bien, l'investissement immobilier reste un investissement très rentable. Alors, je vais faire encore également des focus sur différentes classes d'actifs. Les SCPI. Les SCPI, c'est effectivement de l'investissement immobilier par le biais de sociétés, ce qu'on appelle vulgairement la pierre papier. C'est intéressant parce que, voilà, depuis une petite dizaine d'années, on va dire, ce type d'investissement avait le vent en poupe, parce que ça vous permettait de faire de l'investissement immobilier tout en étant géré par un professionnel. Et donc, ce type d'investissement s'est beaucoup développé. Et puis, eh bien, voilà, quand il y a une crise de l'immobilier, indirectement, ce type d'investissement est touché, et plus particulièrement les SCPI, parce qu'elles étaient beaucoup orientées sur l'immobilier de bureau. Et depuis le Covid, d'accord, depuis un petit peu le télétravail et ce changement de façon dont on utilise les bureaux, eh bien, on a commencé à voir effectivement des bureaux se vider, et donc plus avoir le même attrait pour ces investissements et pour la pierre bureau, on va dire, hein, pas la pierre habitation, mais la pierre bureau. Donc beaucoup de SCPI sont investis sur ces marchés-là, ont bénéficié de taux d'intérêt très bas pendant de nombreuses années, et puis deuxième effet, la hausse des taux d'intérêt fait que ces entreprises, sociétés qui ont investi dans la pierre bureau ont vu leur valorisation baisser, parce que là aussi, parfois, certains excès. Donc, intéressant de regarder et de voir ce qui se passe, et peut-être un changement effectivement au niveau du marché français. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir sur un autre, pas une autre classe d'actifs, mais un autre type de placement. Alors là, une réussite de Monsieur Macron, le PER, plan d'épargne retraite, issu de la loi Pacte de 2018, mis en place en 2019. C'est donc aujourd'hui, je ne vais pas dire le placement préféré des Français, non. C'est plutôt l'immobilier ou l'assurance vie, mais les Français ont compris l'intérêt d'avoir ce type d'outil pour épargner pour la retraite, pour différentes raisons. Je vous le rappelle, dans une vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines, que j'ai appelée le Père Noël, effectivement, le PER, c'est un placement type assurance vie, donc qui vous permet d'avoir une diversité en termes de gestion, et d'avoir un avantage qui n'est pas neutre, et je pense que pour certains c'est un élément moteur, un avantage fiscal à l'entrée. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons plus de 11 millions de détenteurs de PR. Donc ça, c'est une réussite en termes de collecte d'épargne. Ça permet de simplifier un petit peu l'épargne retraite. C'est un outil qui a beaucoup d'atouts, donc si vous voulez, je voulais vous le faire ressortir, parce que c'est un outil dont on va encore entendre parler,
Et s'il est bien utilisé, je ne veux pas dire que vous allez faire des miracles, mais vous allez vraiment donner un coup de booster à votre épargne long terme. Je continue. Alors, l'assurance vie, oui. Je dirais que moi, aujourd'hui, l'assurance vie fait partie de l'outil principal que chaque personne doit avoir dans son épargne. Dixit, les livrets A, tout type de livret. Hein. Aujourd'hui, si vous êtes équipé d'une assurance vie ou même de plusieurs assurances vie, vous pouvez segmenter en fonction de l'échéance de votre épargne, en fonction de vos objectifs, mais c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus pratique d'avoir ce type d'outil en main plutôt qu'un livret A. Hein, il faut vraiment vous dire aujourd'hui, le livret A, le LDD, enfin tous ces types de livrets, c'est bien, c'était la génération de nos parents, voire de nos grands-parents. Maintenant, c'est terminé. Aujourd'hui, on gère au minimum avec un contrat d'assurance vie, beaucoup plus moderne, pour optimiser votre épargne, soit à court, moyen ou long terme. Hein, donc ça, c'est très important de savoir comment fonctionne un contrat d'assurance vie. Et j'aurai l'occasion, enfin je l'ai déjà fait, mais de vous réexpliquer l'intérêt de ce type d'outil. Alors, un nouveau type de placement, ce sont les trackers. Les trackers ou ETF, qui sont des fonds communs de placement, on va dire, qui sont un peu l'apanage de la gestion passive. Alors, beaucoup de succès auprès des jeunes investisseurs. Pourquoi? Pour deux raisons. Première raison, peu de frais. Donc, effectivement, aujourd'hui, on fait la chasse aux frais. Et deuxièmement, vous allez pouvoir trouver une panoplie de ce type d'outils accessibles qui peuvent correspondre à tout type de gestion. Alors, très souvent, ça reproduit effectivement un certain nombre d'indices. Alors, voilà principalement l'avantage, c'est que c'est un outil accessible facilement avec peu de frais. Vous n'avez pas besoin de connaître spécialement l'investissement pour vous intéresser à ce type d'outil. Mais voilà, on parle quand même de certains dangers et je pense qu'on va le voir là quand on aura le retour de certains chiffres ces jours-ci. C'est que en cas de mouvement de marché, comme c'est un produit qui suit en fait bêtement, si je peux me permettre, des indices, donc vous n'avez pas de gérant derrière hein, qui va dire bah, tiens je vais investir là-dessus ou là-dessus, eh bien le risque qu'on peut avoir avec les ETF, c'est qu'effectivement quand ils répliquent un indice principalement, eh bien si un indice monte, super ça monte, et donc c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de succès parce que principalement les indices surtout les indices américains ont monté ces dernières années, mais si ça se met à baisser, ben, la baisse va être tout aussi rapide, d'accord? Donc voilà, un outil pratique pas cher, mais je dirais on est dans, aujourd'hui si je fais le parallèle, dans la grande distribution de l'épargne. Vous voyez, vous êtes en libre service, vous choisissez un produit parce que vous en avez entendu parler, mais vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a dedans. Et donc, danger, si vous achetez et que vous ne surveillez pas un petit peu, vous risquez peut-être d'avoir des déceptions. Hein, et ça ne viendra pas du produit, ça viendra du fait que, effectivement, tout le monde en a parlé. Donc, vous avez acheté quelque chose qui s'était valorisé parce que tel ou tel indice était valorisé et vous n'avez pas fait gaffe que, en fin de compte, le sous-jacent, ce qu'on appelle le sous-jacent, était trop valorisé, qu'il y avait risque de perte. Voilà, donc ça c'est important. Très souvent, on achète les performances passées alors qu'il faut essayer plutôt d'acheter les performances futures. Alors, nos résultats dans tout ça, nos résultats donc chez Optiméum Patrimoine sur l'année 2024. Alors, je l'ai résumé en 3 catégories. Vous retrouvez dans ce classement donc principalement en tête d'affiche les technologies, blockchain ou crypto, d'accord, avec des performances voilà, qui dépassent les 30 et 50% sur l'année 2024.
Ensuite, donc on retrouve avec, par exemple, Carmignac Investissement, les valeurs américaines, d'accord? Voilà, même là, on trouve donc les valeurs, heu, asiatiques, hein, donc voilà, on retrouve, quand même un bon panel d'ac et puis, dans notre milieu de classement, toute cette catégorie d'obligations que, vous voyez, on arrive à faire des performances à 2 chiffres avec des obligations, c'est assez extraordinaire. Et je pointe ici la volatilité, ouais, la deuxième colonne de notre tableau. C'est important, c'est de comprendre que, voilà, quand je fais 52% de performance en étant sur les crypto-monnaies, eh bien, j'ai un risque de 35% sur un an. Vous voyez, quand je fais des actions américaines, eh bien, j'ai une volatilité qui est autour de 20%. Par contre, quand je vais sur des obligations, alors je n'ai pas la même performance, bien sûr, mais j'ai une volatilité, on va dire, qui se rapproche de zéro et qui veut dire que le risque est bien moins. Et ça correspond, si vous voulez, à une bonne partie de l'attente de nos clients, c'est d'arriver, si possible, à balancer le risque avec le rendement et donc de minimiser les risques. Puis vous voyez qu'en fin de tableau, eh bien, on retrouve effectivement l'impact des SCPI, donc de l'immobilier, comme je viens d'en parler, et puis des valeurs françaises, européennes, qui, donc dans la catégorie des petites et moyennes valeurs, n'ont pas eu les résultats qu'on pouvait espérer. Pour ça qu'on va en parler. Et c'est intéressant quand même de continuer à suivre. D'accord? Donc voilà nos résultats. Alors, l'exemple d'un portefeuille type en 2024. Ce portefeuille composé essentiellement d'obligations et avec une petite part donc de valeurs américaines et de valeurs technologiques, eh bien, vous voyez, sur un an, c'est la courbe en rouge, hein, le portefeuille. En bleu, vous retrouvez le CAC 40. Donc, vous voyez, avec très bonne progression en début d'année, et puis après, au moment de la dissolution et cette instabilité depuis quelques mois, qui est resté négatif sur l'année. Hein. Donc ça, c'est malheureusement, vous voyez, que des décisions politiques peuvent impacter la valorisation de nos entreprises. Et donc, pendant ce temps, eh bien, nous, avec nos obligations, hein, on a un portefeuille qui évolue de pratiquement 10% sur l'année. Donc, des bons résultats, on en est fiers et c'est important qu'on vous en parle. Et vous pouvez reprendre rétrospectivement nos conseils il y a 1 ou 2 ans en arrière. Et vous voyez que s'il y a une certaine continuité, sans lire dans la boule de cristal, on fait des choix qui s'avèrent payants pour nos investisseurs aujourd'hui. Nous sommes fin janvier, hein, donc je me permets, voilà, de faire là aussi un petit focus sur les valorisations de ces premières semaines. Alors, on retrouve, comme sur l'année 2024, des fortes évolutions de tout ce qui est techno et crypto, mais à l'heure où je vous parle, il y a des changements qui sont en train de s'effectuer. Et alors, justement, on en parle tout de suite. Vous avez peut-être entendu parler depuis 2 jours de la société DeepSeek, où donc DeepSeek, c'est l'IA, donc l'intelligence artificielle chinoise. Donc cette société vient d'annoncer qu'ils avaient mis en place, donc c'est une application que vous pouvez retrouver sur votre téléphone, qui a été téléchargée déjà des millions de fois, et qui est le concurrent direct de ChatGPT. D'accord? Et donc DeepSeek, aujourd'hui, c'était une intelligence artificielle développée par les Chinois, où ils nous démontrent qu'ils arrivent pratiquement au même résultat, voire mieux dans certains cas que ChatGPT, en ayant dépensé beaucoup, beaucoup moins d'argent que ce qu'ont fait les Américains. Donc un concurrent direct, et qui veut dire que demain, eh bien, si on pouvait faire un parallèle, comparer, comme on fait dans le domaine automobile, eh bien, on aura une voiture américaine, une voiture allemande, vous voyez, donc les technologies que nous connaissons, mais on peut trouver des voitures à presque 100 000 euros, donc très cher. Et en face, vous allez trouver les Chinois qui vont vous proposer, pour le même usage, un outil 3 à 4 fois moins cher.
Donc voilà, si vous voulez, ce qui est en train d'arriver. Donc ça fait un coup de tonnerre ce début de semaine, hein, puisque nous sommes aujourd'hui mercredi, et donc on commence à en entendre parler ce week-end, et surtout lundi, on a vu l'impact direct sur les marchés. Entre autres, principale valeur attaquée, ça a été Nvidia aux États-Unis, puisque c'est le principal bénéficiaire, si vous voulez, de l'intelligence artificielle aux US. Hein. Toutes les entreprises qui développent de l'intelligence artificielle ont besoin des outils que développe Nvidia. Et donc, on se rend compte que peut-être on peut développer de l'intelligence artificielle beaucoup moins cher qu'en s'équipant chez Nvidia. Hein. Et en Europe, par exemple, c'est Schneider Electric qui aidait les data centers à gérer leur consommation électrique, qui voit sa valeur baisser, parce que ça veut peut-être dire qu'aujourd'hui, il y a une autre façon de consommer moins d'électricité avec ces outils. Donc voilà l'événement de ce début de semaine qui est important, parce que là aussi, il y a peut-être un nouveau virage intéressant. Alors, nos recommandations pour 2025. Projetons-nous maintenant dans l'avenir. Alors, premier thème, stock picking. Stock picking, ça veut dire quoi? Ça veut dire sélection de valeur. Ça veut dire que encore plus, nous militons pour une gestion active, c'est-à-dire que aujourd'hui, soit vous, soit votre conseil doit faire des choix pertinents et ne peut pas rester passif dans sa gestion. Donc, on se doit d'aller chercher, si vous voulez, les valeurs d'avenir ou les thématiques qui peuvent effectivement payer dans l'avenir. Deuxième point important, comme je l'écris, suivre la vague et se retirer tôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, on n'a pas la boule de cristal. Mais quand on voit une tendance, prenez cette tendance, d'accord? Vous pouvez surfer sur cette vague et sachez, euh, pour gérer justement cet aspect prudent, vous retirez suffisamment tôt et n'attendez pas que la vague se casse. D'accord? Hein? Donc c'est très important de se dire, voilà, je rentre, c'est pas tard, c'est pas grave si vous rentrez trop tard, mais c'est dangereux si vous partez trop tard. Donc voilà, bénéficiez de la vague, suivez le mouvement, parce que c'est pas vous à votre niveau qui allez créer un mouvement. Prenez-le, bénéficiez-en, et quand vous pouvez, retirez-vous avant que voilà, les arbres ne montent pas juste au ciel. Et donc, c'est important de pouvoir en bénéficier sans être le dernier à rentrer sur un mouvement de forte hausse. Je le précise, des objectifs raisonnables, respectés. Ne soyez pas trop gourmand. Hein. Si vous avez un objectif de 15, de 20, de 30% sur tel ou tel marché, voilà, dès que vous avez fait la performance, prenez-la, retirez-vous et allez patienter, ça sera très bien. Ne cherchez pas systématiquement, vous voyez, on a l'exemple d'NVIDIA, ça fait 200%, et donc là, en une journée, ça perd 10% suite à ces annonces de DeepSeek. Donc, ne perdez pas votre temps, faites attention, parce que si vous arrivez trop tard, vous arrivez quand il y a la baisse, mais vous n'aurez pas profité de la hausse. Des doutes, et se remettre en cause chaque matin, bah oui, il n'y a aucune certitude hein, dans la gestion de votre épargne. Il n'y a aucune... les vérités d'hier ne seront peut-être pas les vérités de demain, pardon. Donc, il faut savoir se remettre en cause chaque matin, se poser des questions, peser le pour et le contre, d'accord? Et puis, comme je vous l'écris encore, rester agile et souple, c'est-à-dire que il faut pas hésiter à faire des changements. Il faut pas être hyper réactif, d'accord? Donc ça veut dire que il faut pas prendre peur à chaque fois qu'il y a des mouvements de marché, mais il faut savoir effectivement se poser les bonnes questions et quand on investit, ne pas être mis en tête parce que voilà, ce qui est vrai aujourd'hui, peut-être demain ne le sera pas. Alors, notre portefeuille type pour 2025. Nous restons convaincus parce que là, après consultation des différents spécialistes avec lesquels nous travaillons, une grosse partie de notre portefeuille, de ce que nous recommandons aujourd'hui, sera axée sur des obligations d'entreprise. Une bonne diversification, aujourd'hui, nous permet encore d'avoir comme objectif de 4 à 6% assurés
pour l'année donc 2025. Une bonne diversification nous permet de sécuriser nos portefeuilles, d'éviter tout risque sur le capital. Et puis, on va aller chercher une performance avec des actions plutôt sur des valeurs moyennes qui, justement, sont en retard par rapport aux grandes capitalisations, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. En Europe, à cause de leur retard, d'accord, et de leur moindre performance, alors que c'est des entreprises qui gagnent de l'argent, et aux États-Unis pour bénéficier, entre guillemets, de l'effet Trump et des mesures qui vont avantager effectivement les entreprises américaines. Aux États-Unis, si on prend qu'un indice, c'est ce qu'on appelle le Russell 2000, c'est plus de 2000 valeurs qui sont cotées, et donc on a là aussi une diversification possible intéressante et qui devrait en bénéficier. Si on parle maintenant des thématiques, et je conclurai par cela. Alors, parmi les thématiques, première thématique, ça ferait peut-être pas l'unanimité, investir le met en avant. Vous voyez, c'est le premier point, ce qu'ils appellent la déglobalisation, mais je parlerai plutôt de tout ce qui est valeur de défense. Voilà, on est dans un moment où il y a des tensions, où tous les pays mettent des budgets dans la défense, donc à regarder. Hein, mais effectivement, c'est pas très sympa de parler de ça, mais bon, voilà, demain peut-être que ce sont des valeurs malheureusement qui prennent de la performance. Deuxième sujet, parce qu'ils ont évoqué la démographie, moi je parlerai plutôt de la santé, et entre autres une valeur qui s'appelle Eli Lilly, dans le domaine de la santé, vous voyez, qui va avoir ses bénéfices quintuplés dans les 5 ans. Donc je pense que là, effectivement, c'est une valeur intéressante à jouer, et donc qui aujourd'hui a une bonne avance, on va dire, technologique au niveau des médicaments qu'elle propose. Troisième thème, la digitalisation. Alors, c'était déjà un thème les années précédentes, mais aujourd'hui, effectivement, c'est cette fameuse intelligence artificielle dont on va petit à petit tous utiliser, et que le digital fait partie de notre quotidien. On le voit dans notre métier, nous, aujourd'hui. Sans le digital, on peut pas revenir au papier. Hein. C'est évident que le digital aujourd'hui fait partie de notre quotidien, et c'est un usage indispensable. Et donc aujourd'hui, de jouer des acteurs qui ont des places importantes, ou des technologies qui vont disrupter, comme on dit, encore un secteur. Ensuite, quatrième thème, la décarbonation. Alors, je suis pas là aussi d'accord sur la thématique en tant que telle, mais bon, nous on a beaucoup joué, si je peux dire beaucoup investi sur Schneider Electric en 2023-2024. Je pense que si on parle économie d'énergie, il y a encore des choses à faire, mais là aussi il faut être très ciblé, très ciblé. Et donc c'est une des thématiques à continuer à regarder de près. Et enfin, cinquième thème, vous voyez, c'est de jouer ce qu'on appelle le recovery. Et donc le recovery, c'est quand des valeurs ont baissé, qu'est-ce qui ferait qu'effectivement elles reprendraient. Alors moi, je n'ai pas de valeur en particulier à vous recommander sur cette catégorie-là du marché, mais c'est ce que je vous disais juste précédemment, jouer le rebond de ces valeurs au niveau européen, jouer le rebond, pas le rebond, mais le retard de performance aux États-Unis sur les valeurs moyennes. Je pense que ça peut être un très bon atout pour votre portefeuille. Et vous voyez l'objectif qu'on s'est visé, 15 à 20%, c'est largement suffisant. Dès que vous aurez atteint cette performance, eh bien, prenez vos bénéfices. Voilà, donc je conclus aujourd'hui. J'ai voulu que vous présenter principalement ces performances passées, vous expliquer en quelques mots pourquoi et comment on va orienter nos portefeuilles sur l'année 2025. Merci en tous les cas de nous suivre encore, et puis j'espère vous retrouver bientôt. N'hésitez pas, voilà, vous allez retrouver cette vidéo sur les différents réseaux sociaux.
de vous abonner. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un pouce, à faire un commentaire et nous faire vos retours sur ce que vous pensez de ce format de vidéo. Et donc, on continue effectivement à chercher des idées, à vous conseiller. N'hésitez pas à nous solliciter. Toute notre équipe est à votre disposition et je vous dis à très, très, très bientôt. Au revoir.